Merci de m'accueillir. Je suis Daniela, je suis étudiante ici en thèse à l'Institut du cerveau et c'est un plaisir pour moi que de vous présenter cette première session s'intitule L'émergence de l'individualité. Et dans cette session, nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont nous montrer comment l'individualité existe et est un facteur très important pour la survie d'une espèce, de la mouche à la souris, sans oublier l'être humain. Chaque orateur va nous proposer une présentation d'une vingtaine de minutes. Ensuite, nous aurons la table ronde et durant cette table ronde, nous aurons le temps de poser toutes les questions. Mais ne soyez pas surpris si à la fin de chaque présentation, vous n'aurez pas de temps pour les questions. Je vous demande de garder vos questions pour la fin. Donc, sans plus attendre, notre premier orateur, Bassam Hassan. Bassam a travaillé en génétique moléculaire aux États-Unis à l'Université de l'Ohio. Et ensuite, il a fait son travail sur la neurogénèse chez la drosophile. En 2001, il a été recruté pour établir le premier labo sur la drosophile en Belgique et ensuite il a déplacé son laboratoire à l'Institut du cerveau, où il est devenu directeur exécutif de recherche. Il travaille pour la compréhension des mécanismes qui régulent le développement du cerveau avec différents modèles tels que la drosophile, la souris et des cellules humaines. Et dans sa présentation aujourd'hui, il va nous parler de la variabilité dans le câblage de nos circuits neuronaux et comment cela s'opère au moment du développement et comment cela peut avoir un impact sur la variabilité individuelle. Donc, merci d'accueillir Bassem Hassan. Merci pour ces mots. Merci, Christiane. Et en tant que personne de couleur, tout ce que vous avez dit sur la diversité des genres, et notamment sur le sentiment d'appartement, de ressentir que l'on fait partie d'une communauté. En tout cas, quand moi j'étais étudiant, c'était extrêmement rare que d'avoir quelqu'un ayant mon histoire et qui participe à des réunions, à des conférences et qui soit invité à prendre la parole. Donc ça a pris beaucoup de persévérance. Et j'imagine ce que ce peut être pour une femme de couleur. Donc je pense que nous avons encore une route très longue devant nous. Ceci étant, donc, le grand message de ma présentation aujourd'hui est celui-ci. La raison pour laquelle votre voiture, votre téléphone, votre ordinateur que vous utilisez fonctionne comme il fonctionne, c'est à cause de la manière dont il a été assemblé. Et c'est exactement la même chose ici. Et c'est vrai pour votre cerveau. Et de ce point de vue, si vous êtes véritablement intéressé pour comprendre comment fonctionne votre cerveau, alors j'ai envie de dire que nous ne pourrons jamais comprendre exactement comment fonctionne le cerveau si on ne comprend pas comment il a été assemblé. Sauf que le cerveau n'a pas été assemblé, c'est une entité qui évolue seule et du coup, nous disons, nous parlons du développement du cerveau et je vais vous proposer des exemples de cela dans ma présentation aujourd'hui. Donc, si l'on veut comprendre les principes du développement du cerveau, bien entendu, il faut comprendre euh, le fait que les principes sous-jacents sont des principes qui ont été guidés par l'évolution, par la sélection naturelle, qui aujourd'hui reste la seule et unique théorie biologique qui apporte des éléments de preuve très nombreux et qui semble expliquer tout ce que l'on sait sur la biologie d'un point de vue contextuel et sur laquelle nous n'aurions pas de bon cadre de référence qui nous permettrait de comprendre la biologie, la diversité biologique. Et comme vous le savez toutes et tous, sans doute mieux que moi, l'une des grandes idées à la base de l'évolution par la sélection naturelle est que toutes les formes de vie sont liées et nous provenons tous d'un ancêtre commun. Ce que cela veut dire, c'est que une fois que l'évolution
Alors, pardon pour l'anthropomorphisme, mais une fois que Madame Évolution a trouvé le moyen de fabriquer un cerveau, elle n'est jamais revenue en arrière. Ce qui veut dire que tous les cerveaux qui existent aujourd'hui, tous les cerveaux de toutes les espèces, sont en fait des variations du cerveau d'origine. Et à partir de cela, là, bien sûr, les détails sont très différents, mais les principes restent les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons utiliser des modèles relativement simples pour résoudre des problèmes qui semblent relativement complexes. Et je vais vous expliquer tout cela de manière assez biaisée en vous montrant le modèle murin que nous avons utilisé ou le modèle drosophile que nous avons utilisé et plus récemment euh, des cellules souches neurales humaines euh, à partir desquelles on peut dériver des cellules semblables à des neurones. Donc, dans cet exposé aujourd'hui, je vais vous parler de notre travail sur la drosophile, qui a un cerveau beaucoup plus petit que la plupart des humains. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tous les humains, mais que la plupart des humains, et qui s'est développé et fonctionne selon les mêmes principes fondamentaux et qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur l'individualité, ce qui peut paraître surprenant, et sur la personnalité animale, par manque de terminologie plus adaptée. Maintenant, si l'on regarde le cerveau d'une drosophile, et alors vous savez tous que le cerveau est composé de neurones, de glia, et que les neurones sont les unités de calcul du cerveau, et qu'ils sont câblés les uns aux autres, qu'ils sont connectés en circuits qui donnent naissance à des réseaux. Et quand on regarde ces réseaux, c'est qu'on appelle des dendrites, qui relient les neurones les uns aux autres, si on regarde ce qui se passe dans le cerveau d'une drosophile, eh bien voilà l'image que l'on a. Et quand on regarde ce type de diagramme, déjà au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, avec des gens comme Nico Santiago, on a eu des métaphores de câblage électrique du cerveau. Et c'est ce qui a commencé à émerger. Et on continue d'utiliser cette métaphore aujourd'hui. On parle de circuit du cerveau comme d'un circuit électrique. Et quand on parle du cerveau, beaucoup de personnes y pensent en termes d'ordinateur ou de calculateur. Donc voici l'une des métaphores qui montre le câblage électrique. Ça pourrait être le câblage électrique d'une carte mère dans un ordinateur. Et ce qui caractérise ce circuit, c'est que toutes les connexions, si on a ça comme plan pour un circuit électrique, n'importe quel électricien est capable de fabriquer le circuit avec précision et ça va fonctionner à chaque fois exactement de la même manière. Et non seulement cela, mais ce sera totalement prédictible. On saura exactement comment ça va fonctionner. Et on pourra prévoir également comment ce à quoi mènera un dysfonctionnement du circuit. Donc, il est très tentant de penser au cerveau comme étant un circuit de câblage électrique. Mais rien n'est plus faux. En fait, c'est la pire métaphore que je connaisse pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Ici, vous avez un millimètre cube, donc quelques micromètres cubes du cerveau d'une drosophile. Donc ça, ce n'est qu'un tout petit morceau du cerveau dans un petit cerveau d'un tout petit organisme. Et vous voyez les axones, les synapses, les dendrites, tout ce qui est formé. Et il est inutile de vous dire que ça ne ressemble absolument pas à un diagramme électrique. Et pourtant, à partir de ce désordre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela, il émerge une répartition extrêmement prédictible de comportements, une extraordinaire adaptation, et ça mène à plein de choses que peuvent faire les drosophiles. Laissez une banane mûre dans votre cuisine, la drosophile va la trouver et essayez-vous d'attraper la drosophile. On va voir si vous êtes bon pour faire ça avec votre cerveau. Vous allez voir. Donc, pour essayer de comprendre comment ce désordre mène à des comportements et ce qui explique le fait que le comportement soit variable,
Eh bien, c'est peut-être possible. On peut commencer par dire l'évidence. Et en fait, la première évidence, c'est qu'il n'existe pas de premier cerveau. Donc l'idée selon laquelle nous travaillons pour comprendre le cerveau s'inscrit dans une connotation philosophique quasi religieuse selon laquelle tout ce qui existe dans la réalité, et là j'accuse Platon pour cela, mais qui dit que tout ce qui existe dans la réalité, c'est un échec de parvenir à cette chose idéalisée qu'on appelle le cerveau. Ça n'existe pas, le cerveau. Ce qui existe véritablement, je suis désolé, j'ai tiré ma mouche trop tôt, mais dans la réalité, et pour ce qui me concerne en tant que scientifique, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Et dans la réalité, vous n'avez que des cerveaux individuels. Donc, le cerveau que nous essayons de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'idéal et de dire que les cerveaux réels sont un échec d'atteindre le niveau du cerveau, mais c'est une représentation de ce qu'est la réalité. Et ce n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais, de mon point de vue. Et ceux d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai tendance à être un peu unanimiste dans mes perspectives. Et bien évidemment, le développement a un impact sur la fonction du cerveau. Supposons ici que votre cerveau donc est divisé en deux parties. D'un côté, on va avoir par exemple, des personnes de gauche qui vont essayer de parler à des personnes de droite au sens politique. Ils sont censés communiquer et votre cerveau est une représentation schématique de ces deux appartenances politiques. Et pour une raison ou pour une autre, eh bien, ces deux parties du cerveau ne communiquent pas. Et donc, ce signal ne va pas aller d'un côté à l'autre. Le signal ne va pas être transmis d'un côté à l'autre du cerveau et par conséquent, le comportement attendu ne va pas se produire. Mais supposons maintenant que les deux parties de votre cerveau sont connectées de manière diverse, différente, en fonction des individus. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a une importance? Au final, peut-être, peu importe la manière dont le câblage est fait, l'important c'est que le cerveau quand même puisse communiquer entre ces différentes parties. Ça reste une possibilité, mais au final, on ne sait pas exactement comment la communication se fait, et c'est une question à laquelle on s'est attaché à répondre par le biais de nos études. Pour essayer de simplifier les choses, on a essayé de voir quels étaient les neurones. Et on voit ici, donc, par ce scan du cerveau de la drosophile, comment les choses se produisent. On a ici ces différents neurones, ce sont les neurones du faisceau dorsal, et au final, les détails que je vais mentionner au plan anatomique n'ont pas vraiment d'importance. Tous les neurones que vous voyez ici, apparemment la télécommande ne fonctionne pas, mais tous les neurones viennent d'une même cellule dans la partie précoce du développement de l'embryon, et les différents neurones viennent du même progéniteur. Et ici, non seulement il y a des variations entre individus, mais regardez les nombres de neurones à gauche et à droite du même cerveau, le nombre n'est pas le même. Et de manière générale, on a pourtant le même génome du côté gauche et du côté droit du cerveau. Pourtant, il n'y a pas le même nombre de neurones. Et on va avoir un axone ici, un axone qui va être connecté aux yeux, au système visuel de la drosophile. Les axones qui vont pouvoir rejoindre cette zone distale, le nombre d'axones est variable. Un nombre d'ailleurs qui n'est pas corrélé au nombre de neurones. Donc il n'y a pas le même nombre d'axones et le même nombre de neurones. Donc deux choix. Soit l'axone, chaque neurone a deux choix.
soit l'axone va aller jusqu'à l'extrémité, ou bien l'axone va être interrompu quelque part dans cette zone verte ici qui s'appelle le lobule. Mais le nom ici, encore une fois, n'a pas d'importance. On voit ici plus clairement, on voit chacun des neurones qui sont marqués. On a deux catégories, les neurones de catégorie L et de catégorie M, et on voit que l'axone ici, avec la catégorie M, l'axone va jusqu'à l'autre neurone, tandis qu'avec la catégorie L, il s'interrompt à mi-parcours ou sans atteindre l'autre neurone. Maeva Andrea Tsilavo de mon équipe a essayé de comprendre ce qui sous-tend ce choix. Pourquoi le neurone fait un choix ou un autre et pourquoi il n'y a pas le même nombre de neurones entre les deux côtés du cerveau de cette drosophile. En utilisant une imagerie in vivo, on peut avoir le comportement d'un neurone et voir comment le neurone fait ce choix pendant le développement, en cours de développement du cerveau. Quand on fait cette imagerie in vivo, on apprend des choses fascinantes. Et là, je suis en train de résumer 10 ans de recherche, 10 ans de recherche menée par Maeva, mais aussi par d'autres personnes, notamment des étudiants en doctorat. Et Maeva s'est rendu compte et a modélisé que les neurones, en fait, sont en concurrence les uns avec les autres. Ils sont en train d'être en concurrence pour envoyer leur axone de l'autre côté. Et quand il y a cette concurrence, l'axone va pouvoir ou non aller de l'autre côté du cerveau. Et les neurones vont réagir au résultat de cette concurrence. Donc, certains vont pouvoir aller complètement en distal, quand d'autres vont devoir rester en proximal. Donc, ce n'est pas le développement, mais c'est plutôt la discussion entre les neurones et en fonction de leur nombre, quelle va être la stratégie à adopter. Donc se dire, alors évidemment là encore, j'utilise un terme qui est très genré, mais il y a une conversation entre les neurones pour voir quelle va être la stratégie. Et il y a un espèce d'arrangement. Au niveau moléculaire, à un moment du développement, les neurones vont décider d'avoir une extension distale ou proximale de leur axone. Donc ce qui compte évidemment, c'est aussi ce que font les autres neurones autour des neurones en conversation. Et donc, c'est un processus qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'inhibition mutuelle. Ça a été bien démontré. On sait que c'est un processus stochastique. Et ce que Maeva, donc ma consoeur, a pu montrer, c'est qu'elle a dit qu'il y a plusieurs processus stochastiques qui s'enchaînent et qui vont définir comment le neurone va faire son extraction axonale, en proximal ou en distal. Et en fait, il est impossible de prédire a priori le résultat du développement de ce neurone, même si on connaît le génome et le transcriptome complet de chaque neurone. Donc, il y a des probabilités, il y a des décisions sur une base probabilistique, mais c'est ce qui explique à terme la variabilité des cerveaux. Donc, des principes finalement relativement simples qui se traduisent ensuite par beaucoup de diversité dans le câblage des neurones entre les différentes espèces. Donc, on comprend bien que, suivant la séquence du génome, on va avoir différentes répartitions de ces neurones. Donc, même des processus qui sont codés génétiquement ne sont pas déterministiques, ne sont pas prédéterminés. Et par conséquent, le génome, par définition, vous le savez, c'est un algorithme probabilistique. On ne peut pas, sur la base d'une séquence génétique, prédire quel sera le résultat, tout simplement parce qu'on n'a pas encore suffisamment de résultats. Et j'aurais tendance à postuler que même si on connaissait la signification de chaque paire de bases du génome, on aurait une distribution probabilistique du résultat et non pas quelque chose de certain.
Pour revenir à la question initiale qu'on se posait, est-ce que cela a un impact sur le comportement de l'individu? Peu importe finalement si le cerveau est câblé différemment. Ici, nous avons le résultat de Gerrit Lineweber, qui travaille maintenant à Berlin. Je lui ai posé la question. Et je vous ai déjà montré que les circuits sont différents dans la partie gauche et droite du cerveau. Et par conséquent, des personnes différentes vont avoir des circuits différents. Donc, on a des asymétries de câblage chez l'homme, mais aussi chez la drosophile. Ici, nous avons Omar et Fred. Les Français comprendront la référence de ma petite plaisanterie. Et Omar, vous voyez, a un câblage asymétrique, tandis que Fred a un schéma de câblage beaucoup plus symétrique. Est-ce que ça a une importance? Pour répondre à cette question, nous avons utilisé le paradigme de Buridan. La pauvre mouche a été posée sur une plateforme entourée d'eau. On leur a coupé les ailes, donc ils ne peuvent pas s'envoler. Et ils ont les mêmes indices lumineux par les petits néons autour de la plateforme. Et donc, la mouche va passer son temps à faire des allers-retours sur la plateforme. Vous voyez ici, donc là, c'est Gerrit, notre collègue, qui met la mouche sur la plateforme. La plateforme va la mouche va jusqu'au bord de la plateforme, essaie de traverser, voit qu'il y a de l'eau, donc elle va de l'autre côté. Elle n'y arrive pas à traverser. Alors, elle réfléchit un peu, on voit qu'elle s'est arrêtée et elle retourne de l'autre côté. Elle revient, elle se dit non, peut-être que là, il y a un chemin. On voit que par itération, et elle se demande que faire et elle va de l'autre côté. Et elle va faire ça pendant une quinzaine de minutes et puis on arrête l'expérience et on fait un suivi de leur parcours, de leur cheminement. Et sur la base de cela, on va faire une cartographie de la réponse aux indices visuels. Si le cerveau est asymétrique, la mouche va marcher sur un parcours relativement symétrique entre les indices visuels, tandis que chez l'autre mouche, où le cerveau est câblé de manière relativement symétrique, les parcours sont beaucoup moins symétriques, ne sont pas parallèles. Et on va pouvoir donc prédire avec un niveau de probabilité comment la mouche va se comporter suivant le type de câblage de son cerveau. Donc il y a finalement au cours du développement des mécanismes stochastiques qui se traduisent par des développements différents et par conséquent des comportements différents. Si on comprenait comment le cerveau se développait, si on avait vraiment tous les détails, on ne pourrait pas forcément en déduire comment est codé le comportement. Donc là, ici, on a le résumé. On a des mécanismes stochastiques pendant le développement, on a des asymétries et des symétries du cerveau, du câblage du cerveau, et des comportements différents. Je m'en arrête là pour ma contribution, en vous remerciant de votre attention, en remerciant également les personnes qui ont participé à ma recherche. Robin Isinger à Berlin, à la FU, je collabore avec lui depuis très longtemps. Max von Kleist aussi nous a aidés pour tout ce qui est modélisation des événements développementaux. Et je cite aussi les collègues de l'équipe de Zurich qui nous ont donné aussi des informations quant au développement du cerveau. Je remercie également les différents parrains, les bailleurs de fonds. Je remercie aussi l'Institut du cerveau et je vous laisse ici avec un poème de William Blake que l'interprète ne vous traduira pas, mais qui effectivement faisait allusion à la différence entre la mouche et l'homme. Suis-je un homme ou suis-je une mouche?